La suite, ouais. Quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, quand dans ta tête y a plein de courants d'air, quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, branche ta radio sur FMR. Eh bien voilà, ça y est, on y est, on ouvre grand ses oreilles et les yeux qui vont avec. Monsieur Nicolas Naudet, bonjour. Ça, je le fais un peu comme un animateur du supermarché, c'est pas mal. Bonjour. Voilà. Bonjour, bienvenue à la table éphémère. Alors, juste avant, parce que vous alliez être le monsieur qui modère, hein, celui qu'on appelle le modérateur. Voilà. Alors, monseigneur le modérateur, on aimerait savoir un peu qui vous êtes avant que vous ne cuisiniez nos invités. Alors bonsoir à tous, donc je m'appelle Nicolas Naudet, je suis directeur d'une drôle de structure culturelle de la région des Hauts-de-France qui s'appelle Travail et Culture et qui a pour drôle d'objet de développer des projets culturels artistiques sur un seul sujet, une seule thématique, un seul territoire qui est celui du travail, qui est plus souvent saisi dans l'espace public pour ses aspects économiques ou sociaux. On entend souvent dans les médias parler du travail pour ces raisons-là. Et nous, on essaie de travailler cette question du travail pour ses multiples potentialités culturelles et artistiques. On essaie de savoir comment les gens, individuellement et collectivement, se représentent les transformations du travail en mobilisant à chaque fois le regard symbolisant des artistes. On travaille avec des équipes artistiques et celui un peu plus normatif des chercheurs. Et donc ça produit des projets culturels artistiques un peu hybrides, donc des films, des expositions, des pièces de théâtre, des objets numériques, pour exprimer, pour comprendre ce qui se passe dans le travail aujourd'hui. On a aussi une plateforme numérique de ressources qui s'appelle Culture Art Travail, que vous pouvez retrouver sur notre site internet, travailculture.org, et qui se propose de faire circuler de l'information sur tous les acteurs, tous les projets en France qui parlent, qui expriment cette question du travail, que ce soit chez les compagnies de théâtre, les plasticiens, les cinéastes, les auteurs ou les scientifiques. Et on organise une fois par an une rencontre nationale sur une thématique précise. Donc cette année, c'était sur Théâtre et Monde du Travail. C'est eu lieu au Cloître Saint-Louis en partenariat avec le Festival IN il y a 2 jours. Et donc la prochaine aura lieu sûrement sur le rapport entre cinéma et travail. Voilà. Nicolas, votre premier job, ça a été quoi dans la vie? Mon premier job, ça a été quoi dans la vie? Ça a été de travailler dans une structure culturelle. Est-ce que vous étiez inquiet de votre avenir quand vous étiez môme? Mais évidemment. Et vos parents, ils étaient inquiets pour vous aussi? Oui. Vous étiez un sale môme, vous? Non, j'étais très sage. Oui, très sage. Ouais. Ça amène à ça, alors, du coup. C'est ça. Maintenant, vous modérez. C'est ça. C'est bête, hein? Ah, je sais pas, c'est bête, hein, on a besoin de tout, hein. Je sais pas si je modère, je vais essayer de modérer. Alors, monsieur Nicolas Naudet, modérateur, va officier à cette table-là, et pas tout seul, évidemment, parce que ce serait dommage de s'auto-modérer. Hein. Voilà, ça s'appelle une régulation, une autorégulation, en fait. C'est ça. Voilà, c'est pas intéressant du tout. Voilà. Mais Nicolas a des invités, bien sûr, il n'est pas venu tout seul. Alors, moi, je vais laisser ma place à vous, Nicolas, et puis vous allez vous laisser votre place à l'autre. C'est le truc des chaises musicales. Hein, voilà, ça se passe aussi dans les entreprises, il paraît. Voilà. Et vous allez accueillir des gens, et puis ces gens, des gens forcément intéressants. Hein, voilà. Que vous en parlerez mieux que moi. D'accord. Et moi, je vais prendre le micro là, de sorte que, amis festivaliers, si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas comprises, voyez, si vous voulez à un moment donné que ces gens-là, ils précisent des choses, qui soient un peu plus percutants, peut-être, voilà, de sorte que vous vous endormiez pas, que vraiment ça reste vivant. Moi, je viens vers vous, comme ça, je vous passe la parole éventuellement, le micro, et ça leur coupera la chic un peu. Vous voyez, c'est un peu le principe. Voilà, allez, à bon entendeur, Nicolas Naudet. Et c'est là, hein, c'est pas mal. Ah, un jingle, parce qu'il ne faut pas de blanc à la radio, monsieur Léon. Quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, quand dans ta tête y a plein de courants d'air, quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, branche ta radio sur FMR. Alors, rebonjour, rebonsoir à tout le monde. Décrocher la lune ou un travail, même combat. Donc, c'est le thème que la CCS nous a proposé dans le cadre du festival Contre-Courant. Pour ce faire, on a mobilisé, la CCS a mobilisé trois intervenants, trois créations artistiques, 3 œuvres différentes
pour accompagner cette réflexion et essayer d'explorer un peu cette question assez complexe du travail. Vous venez de sortir vous avez vu et entendu les lettres de non-motivation mises en scène par Vincent Thomasset sur un projet d'un plasticien qui s'appelle Julien Prévieux, qui pendant, je crois, 7 ans a répondu donc à ces annonces du marché du travail, ou a non répondu à ces annonces du marché du travail. Vincent est juste à côté de moi, à ma gauche. Je vous présente aussi Amélie Chamou et Laurent Hérochaume, qui sont tous deux d'une compagnie qui s'appelle Le Pas de l'Oiseau, et qui jouent un spectacle en ce moment dans le Off, qui s'appelle Pistou, récit d'adolescence. Alors, on va en reparler, je ne vais pas développer tout de suite ce dont parlent les 3 créations. Ça joue jusqu'au 26 juillet à la Bourse du Travail CGT, et c'est relâche tous les lundis. Allez-y, c'est magnifique. Et enfin, Léa Girardet, à mon extrême gauche, qui est comédienne et auteure du syndrome du banc de touche, qui joue tous les jours au Théâtre du Train Bleu. Et c'est relâche, je crois, le 18 juillet. Ouais. C'est ça, le 18 juillet. Moi, ce qui m'a semblé intéressant, en fait, puisque la proposition m'a été faite d'aller voir le spectacle, j'avais déjà vu les lettres de non-motivation en version boîte noire à Valenciennes. Et j'avais aussi vu Pistou à Roubaix, et j'ai été découvrir le syndrome du banc de touche cette semaine au Train Bleu. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est que vos trois propositions artistiques abordent cette question du travail de façon critique à chaque fois. Alors ça n'aborde pas que la question du travail, ça aborde aussi bien d'autres thèmes. On va essayer aussi de les explorer. Mais sur cette question du travail, c'est à chaque fois des approches... alors j'emploie le gros mot critique parce que je pense qu'il est intéressant, en éclairant un peu par l'absurde, avec les lettres de non-motivation, les rapports de subordination ou de domination à l'œuvre sur le marché du travail. Ça raconte aussi bien d'autres choses. Vous avez découvert les lettres qui sont aussi burlesques, pleines d'humour, parfois dramatiques. C'est un jeu sur le langage aussi. Je pense que c'est assez important de le préciser. En évoquant, donc toujours dans cette approche critique qui semble rapprocher les 3 œuvres, en évoquant de l'injonction de plus en plus précoce dans la pièce, dans le spectacle Pistou, l'injonction faite aux jeunes par l'école, par l'institution, par les parents, à faire des choix, à faire des choix qui va les engager, puisque Pistou raconte ce parcours d'une jeune lycéenne à qui qu'on presse en fait de se définir et définir un avenir très tôt, trop tôt finalement. Et enfin, sachant aussi que la pièce parle aussi d'autres choses. Et enfin, en mettant en scène le banc de touche avec Léa Girardet sur le syndrome du banc de touche et la persévérance face aux échecs ou aux difficultés d'accéder à un marché, qui est le marché de l'emploi, et de la difficulté de ne pas avoir ses aspirations professionnelles tout de suite réalisées. On va en reparler, vous allez mieux présenter que moi le contexte de vos œuvres, parce qu'elles sont assez différentes dans leur forme et parfois dans leurs propos. La question que je voulais vous adresser à tous les 3, pour un peu débuter cette table ronde, elle est assez simple et assez générale. C'est pourquoi avoir choisi dans vos pièces, indirectement ou directement, d'évoquer ce motif du travail. Pourquoi pour vous ça a été quelque chose d'important, et comment est-ce que vous l'avez fait? Ça serait bien en introduction, sauf peut-être pour les lettres de non-motivation, parce qu'on a vu le spectacle et donc on a une idée assez précise de ce que c'est, mais peut-être pour Léa, pour Amélie et pour Laurent, resituer un peu le contexte de la pièce et sa forme. Voilà. Donc pourquoi avoir abordé cette question du travail dans vos œuvres, sachant que nous on est sortis d'une rencontre sur le rapport entre théâtre et travail, et on s'est rendu compte, mais on le savait déjà intuitivement, que la question du travail est un peu le mal-aimé en fait du sujet au théâtre en fait. C'est pas un sujet très sexy entre guillemets, c'est pas très vendeur en général. Même les centres dramatiques nationaux ont du mal à remplir les salles quand ils parlent de travail. Il faut mieux parler d'autre chose, alors que le travail est quelque chose qui définit indirectement ou directement, qu'on ait un emploi ou qu'on n'en ait pas, une partie encore de notre existence, quelles que soient nos conceptions du travail. Mais j'ai trop parlé, je ne suis que modérateur, comme disait notre ami de la radio éphémère. Donc voilà, première question, pourquoi aborder cette question du travail au théâtre dans vos œuvres? Le premier je te regarde Amélie parce que je te connais, mais... Allez, je me lance. Tu te lances? Pistou, récit d'adolescence, c'est un spectacle que j'ai écrit. Donc c'est une fable. Hein. Nous, on aime bien écrire des contes avec Laurent.
en puisant dans le réel. Et là, il se trouve que depuis 17 ans, j'interviens dans une MJC chez moi, auprès d'ados. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a interpellée de plus en plus en travaillant avec ces ados, c'est de voir leur angoisse pour leur avenir, l'angoisse que aussi leur transmettent les profs pour choisir leur orientation, l'angoisse que leur transmettent leurs parents, parce qu'ils se demandent qu'est-ce que va devenir mon enfant. Et donc ces enfants qui, dès la 3e, doivent choisir un peu leur orientation pour le lycée et qui arrivent en terminale et qui doivent savoir où s'inscrire, s'ils arrivent à avoir le bac, où est-ce qu'ils s'inscrivent ensuite, quoi. Parce qu'une fois qu'on a le bac, c'est le début, en fait. Le début du chemin long et pénible qui s'ouvre à eux. Quelles études, quelle place je vais obtenir? Alors en plus, maintenant, on a Parcoursup. Ça, on a rajouté une bonne couche sur l'angoisse. Donc voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça. Et puis aussi parce que je trouve que nos jeunes, ils sont un peu perdus, quoi. On pourrait se dire, c'est formidable, j'ai mon bac, j'ai envie de faire des études supérieures, j'ai envie de mordre la vie à pleines dents, tout s'ouvre à moi. On n'est pas dans ce cas de figure, je trouve. Nos jeunes, ils sont un peu déboussolés. Le monde qui s'offre à eux leur fait pas franchement très envie. Et ce qui revient toujours, c'est je sais pas ce que je veux, je sais pas qui je suis, c'est trop tôt, c'est pas le moment, il faut déjà que je choisisse, voilà. Donc ça fait beaucoup d'angoisse qui se superposent en fait, alors qu'ils sont juste en train d'essayer de savoir qui ils sont. Et je pense que j'avais envie de dire à travers ce spectacle qu'il faut aussi dédramatiser ce moment, que quoi qu'on fasse, quoi qu'on choisisse, c'est pas grave, la vie, elle nous fait aller toute seule vers des choix, vers des rencontres. Et voilà, il faut aussi dédramatiser un petit peu tout ça. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, non, juste pour dire que sur la question sur le monde du travail, peut-être que c'est assez terrible à quel point on a une injonction à ce que l'école soit une machine à former des salariés et pas forcément des êtres humains, quoi. Et du coup, ces jeunes-là, on leur demande quelque part de choisir un métier, même si c'est pas toujours aussi précis. Et ils sont en quête de sens, en fait. Et moi, je les crois pas. Je suis pas on n'est pas toujours d'accord, hein, même si on fait un binôme. Je crois pas qu'ils soient autant déboussolés que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une perte de sens, quoi. C'est-à-dire, la motivation, elle est aussi liée à un regard sur la vie, sur le monde. Ils ont envie de faire des trucs, mais ils ont du mal à savoir où s'accrocher aussi dans les valeurs, quoi. Mais le monde du travail, pour nous, il est sur Pistou, il est juste avant, quoi. C'est le moment avant. Le spectacle raconte avant que ça bascule, quoi. Peut-être la suite, ouais. Vous avez une... Ah, j'ai raté un mot, je suis désolé. Sens. C'est un bon mot. Oui, et juste, je rajouterai une chose. Ce qui est très difficile, je trouve, pour une personne en construction, et qui rajoute beaucoup d'angoisse, c'est de dire alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ta carrière, ta réussite, ton choix personnel. Et à 17 ans, tout ce qu'on a envie, c'est d'être avec les copains, c'est d'être avec les autres. Voilà, j'en dirai pas plus pour le spectacle. Mais... Léa, peut-être, pour rebondir là-dessus, vous empruntez un chemin assez singulier, assez original pour parler de la difficulté à réaliser ses aspirations de comédienne, puisque vous parlez de votre parcours. Vous allez mobiliser une comparaison avec le football, avec la figure d'Aimé Jacquet, avec la Coupe du Monde 98. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette... Ouais. En fait, donc, le syndrome du banc de touche, c'est un seul en scène où je fais un parallèle entre les footballeurs remplaçants et les comédiens qui ne travaillent pas. Et donc on suit l'histoire d'une comédienne qui est totalement au chômage et qui, pour s'en sortir, va prendre comme figure de référence l'entraîneur de l'équipe de France, Aimé Jacquet. Du coup, pour répondre à la question pourquoi j'en suis arrivée à faire ce texte, c'est tout simplement parce que je traversais
une période de chômage bien intense. Et je m'étais posé la question à ce moment-là de pourquoi je continuais. Pourquoi je voulais toujours être comédienne alors que tout le monde me disait non. D'ailleurs, c'est très drôle pour l'anecdote, mais je suis trop contente. En fait, j'avais postulé pour l'aide de non-motivation, je l'avais pas eu. Et du coup, je suis trop contente d'être là en débat avec toi. Mais donc ça, c'est un peu drôle. Mais du coup, c'était dans ma belle période de loose. Et donc, c'était un énième non. Et donc voilà, et donc je me suis dit, voilà, je vais avoir 30 ans, je bosse pas, personne veut de moi. En fait, ce métier, je voulais le faire depuis que je suis gamine parce que je trouvais ça merveilleux. Et en fait, pour moi, ça ne devenait que de la souffrance. Donc je me suis dit, voilà, je vais écrire un texte là-dessus, sur pourquoi on persévère alors que tout nous dit non. Et c'est là qu'est né le syndrome du banc de touche, sur cette question de la résilience et comment on se sert de ces échecs pour avancer. Voilà. Donc Vincent, vous êtes finalement le seul metteur en scène. Enfin, il y a Laurent qui est là, mais on a deux artistes, auteurs, interprètes. Vous êtes saisi des lettres de non-motivation, donc d'un texte qui existait déjà, qui n'est pas un texte théâtral, qui est un texte de lettres de plasticiens, des lettres de non-motivation de Julien Prévieux. Je veux savoir pourquoi vous avez été chercher la question du travail à cet endroit-là, donc à l'endroit peut-être de l'absurde. On a un problème micro, pardon. D'accord, peut-être plus simple. Okay. Donc à l'endroit de l'absurde, sachant que... Je dis l'absurde parce que quand on dit l'aide de non-motivation, forcément, ça induit la question d'une sorte de non-sens d'emblée, de façon très radicale. Et pourquoi vous avez été chercher cette question du travail à cet endroit-là ? Alors concrètement, pour moi, la question du travail n'a pas du tout été la motivation première pour monter cette pièce. C'était plutôt la question du langage et du théâtre. Parce que je suis metteur en scène. Dans les pièces que j'avais montées avant, je travaillais majoritairement avec des gens qui étaient plutôt de formation chorégraphique et qui parlaient. Et là, j'avais envie d'explorer le chant théâtral tout en ne travaillant pas un texte théâtral. Donc Julien Prévieux étant un ami proche, dont j'avais connu le travail depuis longtemps, et puis on se parle souvent. Je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée pour moi que d'explorer le chant théâtral grâce à son travail sur le langage. Il ne se revendique pas du tout comme un auteur de théâtre, mais comme un plasticien qui a écrit des textes pour réellement répondre à des lettres de non-motivation. Donc j'avais cette chose-là. La deuxième chose, c'est que moi aussi j'étais chômage longtemps. C'est pour ça que j'ai mis en place, bon, je vais en parler. J'ai été comédien aussi avant, voilà. Et ça m'excitait plutôt que d'aller à la NPE cette fois-ci, pas en tant que demandeur d'emploi, mais en tant que bref, j'allais proposer un emploi, donc j'avais fait une annonce. Je voulais vraiment jouer le jeu de proposer parce que sur les 5 interprètes de la pièce originale, j'en ai recruté 4 d'après audition. Je voulais vraiment aller à la rencontre de gens de théâtre. J'allais plus vraiment au théâtre, donc je n'en connaissais pas. Et moi, n'ayant pas fait de grandes écoles, j'avais très rarement accès à des auditions et des trucs comme ça. Donc je me suis dit, j'ai essayé de mettre en place un processus. C'est toujours difficile, mais de le faire. Donc j'ai mis en place ce processus en allant à la NPE, en mettant dans l'annonce, ça me faisait assez plaisir, que je cherche à aller travailler sur des lettres de non-motivation, donc c'était pas mal. Et que j'allais travailler aussi autour de la notion de réfractaire au plateau, ça c'était pour attirer les gens qui n'étaient pas trop comédiens. Vous avez vu François et Willy, qui est barbu, c'est comme ça que je l'ai rencontré, qui aurait jamais postulé à l'annonce si j'avais pas marqué cette notion de réfractaire au plateau, de résister aux choses, voilà. Et voilà, donc c'était pour le langage, pour vraiment travailler aussi, et puis peut-être la notion de jeu, de liberté, comme les enfants jouent dans toutes les pièces, il y a un peu ça toujours inventer les choses. Merci à tous les trois. Est-ce que pour vous, en fait, pour tous les trois, dans les trois créations, se saisir du travail, c'est aussi parler d'autre chose. Et ces autres choses, quelles sont-elles en fait dans les œuvres ? Je pense à Pistou par exemple, ça parle de l'orientation, des choix de vie des jeunes gens, mais ça parle aussi de bien d'autres sujets. Léa, chez vous, le syndrome du banc de touche, il est aussi l'occasion de parler d'autres sujets. Je pense à la question du statut des femmes et de la place des femmes sur le marché du travail et plus généralement dans la société. Donc, est-ce que aussi le travail, c'est pas pour vous, dans l'aide de non-motivation, il y a aussi d'autres sujets qui sont évoqués, qui transparaissent à travers le langage, qui ne sont pas justement explicites, mais qui sont plus implicites.
Est-ce que pour vous, c'est aussi une manière de raconter d'autres choses, d'aborder d'autres sujets que stricto sensu celui du travail? Si la question est naze, on passe à autre chose. Ça me dérange pas, je ne suis que modérateur. Bah, effectivement, moi, ça m'a permis. En fait, c'était surtout l'absence de travail, moi, qui a été finalement le sujet. Et tout d'un coup, le chômage, pour moi, était vraiment le banc de touche. Enfin, la figure du banc de touche. Et quand je me suis plongée dans le sujet, je me suis dit, bon, en fait, qu'est-ce que ça veut dire être au chômage? Qu'est-ce que ça veut dire être exclu? Qu'est-ce que ça veut dire être sur le banc de touche? Et en fait, c'est vrai que très vite, comme en plus, je m'intéressais vraiment au milieu footballistique, j'ai commencé à penser aux femmes footballeuses qui, elles, de base, sont sur le banc de touche. En tout cas, plus vraiment cette année. Ça évolue, mais en tout cas, avant l'année dernière, on ne parlait vraiment pas des footballeuses. On ne voulait pas médiatiser du tout les événements. Elles devaient faire un travail à côté. Et ça, c'était vraiment un truc qui m'intéressait, de me dire, voilà, une femme de base, en tant que footballeuse, est sur le banc de touche parce qu'elle ne peut pas travailler à 100%. Et c'était un peu pareil aussi pour... du coup, j'ai dérivé sur la question de la féminité, où j'avais l'impression que quand on est comédienne, si on ne rentre pas dans une certaine forme, une certaine case de féminité, on va nous mettre très vite sur le banc de touche. Et ça, c'est vraiment un sujet que je développe effectivement dans le spectacle, où on a du mal à bouger encore là-dessus, et très vite, on nous met ailleurs. Donc oui, ça a vrillé vers ça. Moi, j'ai pas cherché à parler du travail. Voilà, j'ai cherché à parler d'un certain moment de nos vies, quoi, quand on se construit. Donc forcément, voilà, j'ai fait appel un peu à mes souvenirs. 17 ans, c'est quoi? C'est l'essence en éveil. C'est voilà, qui je suis vraiment, comment je vais me trouver. J'étais plutôt sur ces questions-là. Et forcément, bah oui, les questions de qu'est-ce que je vais faire dans ma vie se posent, quoi. Et le travail en fait partie. Non, je pensais qu'il y a, je pense qu'il y a une dimension très très sensible et très précise sur la transmission, en fait, dans la pièce Pistou. Ouais, Il y a cette question de la transmission, elle est transmission entre la grand-mère et la petite fille. Il y a aussi la question des liens familiaux entre le père et la fille. Donc là, c'était aussi ça ma question, c'était aborder cette question, même si tu n'abordes pas la question du travail dans la pièce directement, c'est plutôt, comme le disait Laurent, la question des choix d'orientation. Il y a tout cet univers social, en fait, autour, qui existe, en fait, et ça existe avec le travail, ou avec la réflexion sur le travail. C'est un peu ma réflexion. Sur l'aide de nos motivations, en fait, j'ai l'impression, alors c'est peut-être l'écriture de Julien Prévieux qui veut ça, mais que en mobilisant la question du non-sens ou de l'absurde, il y a comme une abdication, en fait. C'est-à-dire qu'on fait comme si, et c'est peut-être justifié, j'en sais rien, en fait, on fait comme si le travail ne pouvait plus tenir ses promesses, en fait. Comme si le travail ne contenait plus de promesses. Et du coup, on envoie des lettres de non-motivation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé, ça Et ça s'est pris dans un langage, on l'a vu, qui est très sophistiqué, finalement. Les lettres de Julien Prévieux sont une sophistication exceptionnelle dans l'écriture. La question d'avant, c'était par rapport au sujet. Et là, tu parlais d'abdication. Et c'est vrai que dans mon travail jusqu'à aujourd'hui, j'essaie d'évoluer, mais j'ai toujours eu des difficultés avec la notion de sujet, justement. C'est pour ça que j'avais bifurqué en tant que spectateur pour aller voir plutôt des objets, ce qu'on appelle transdisciplinaires, plutôt danse-théâtre, voire que de la danse. Parce que j'en avais un peu marre, personnellement, d'aller entendre des pièces où il y avait un sujet traité, qu'on me raconte des choses, etc. Et je crois qu'effectivement, cette abdication que Julien a opérée par rapport au travail, moi je l'ai opérée par rapport à la notion de sujet dans mes pièces, ou dans ce que je mets en place, et peut-être c'est là où ça se croise avec... je ne sais pas si j'ai répondu à la question, hein, mais je pense que ça se croise. C'est votre réponse, comme disait l'autre. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a un micro? Je crois que oui. Il y a un micro, c'est moi qui le tiens. Très bien, merci beaucoup. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Oui, c'est le principal. Dites une petite blague, là, parce qu'il y en a 3 qui sont partis, et je pense que... Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme blague autour du travail, là? Juste une petite blague. Ils ont abdiqué, peut-être. Ah, voilà, c'est ça.
Peut-être quelqu'un voudrait prendre la parole. Peut-être quelqu'un aurait un témoignage fort comme ça. Vous voyez, quelque chose de puissant qui nous prenne aux tripes. Non ? Une question suffira. Hein. Bonjour, moi j'ai une question. Alors, pour la plupart, vous êtes comédien, donc ça ne m'adresse pas trop à vous, mais plutôt à Monsieur Thomasé. Par rapport à Julien Prévieux, est-ce que l'art est le meilleur endroit pour parler du travail, dans le sens où comédien est un métier plutôt avec un certain marché du travail, mais quand on parle de plasticien, etc., c'est un marché assez à part, avec un fonctionnement à part. Est-ce que finalement c'est trop simple ou un peu trop cynique de parler du travail, de le ridiculiser ou de s'en moquer ou de le pointer du doigt à travers l'art, ou est-ce qu'au contraire on a besoin de ce recul quand on est dans l'art parce on a un travail assez particulier hors du marché du travail pour pouvoir en parler, pour pouvoir le pointer. Cette question est incompréhensible, non ? Non, oui et non, mais je sais pas si désolé. j'ai tout saisi, mais je peux répondre à des choses, hein, sauf si tu veux la préciser. Non, mais si je comprends, c'était le rapport au travail et l'artistique, enfin la position de l'artiste peut-être. Voilà, c'est ça. Est-ce que l'artiste est dans cette bonne position pour parler du marché du travail alors qu'il en est assez en dehors? Alors oui et comparé non, à je suis d'autres à la travailleurs. moitié d'accord. C'est C'est-à-dire ça. que les artistes plasticiens, quand même, la plupart, ce sont des gens qui ont souvent la chance, pas tous, Pas tous. mais c'est quand même mieux d'être proprio, que tes parents t'aient acheté un appart, que t'es pas trop... Non mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément... Il y en a pas mal, quand même, des gens de bonne famille qui sont artistes. Ce qui n'est pas forcément du tout le cas de Julien. Et il y en a certains qui doivent travailler, beaucoup aussi. Donc ils ne sont pas du tout en dehors du marché du travail. Ceux qui ont de la chance sont profs dans des beaux-arts, etc. Mais ils sont totalement confrontés à la notion de travail, la notion de gagner de l'argent, etc. Après, ce qui est effectivement aussi peut-être paradoxal, c'est que Julien, c'est aussi, par rapport aux arts plastiques, c'est vrai que c'est acheté par les gens. Ces lettres de non-motivation, elles sont achetées quelques milliers d'euros par des directeurs de ressources humaines, des directeurs d'entreprises, etc. C'est tout un truc. C'est quelque chose, effectivement. Ouais. Donc, dire que les artistes sont en dehors du marché du travail, non, moi non plus. Enfin, tu vois, elle n'a pas eu de boulot, moi j'en ai pas eu, j'ai fait des boulots pendant des années. Pas du tout. Et puis, ce qu'on fait, c'est du travail aussi, même si c'est un travail super. Et les plasticiens, oui, peut-être, je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est Oui, pas vraiment une oui, question, oui, c'était oui, un oui. peu plutôt de Oui, c'était un petit peu alambiqué. d'interroger. Ouais, C'est ça, non, c'est mais non, interroger. c'est pas ça que je dis. Hein, Donc mais- c'était... Non, Non, c'était pas du tout alambiqué, mais tu voulais t'interroger voilà. sur. C'est ouais. ça, sur le... Alors évidemment que les artistes font un travail, ça, il n'y a pas à en douter. C'était plutôt savoir sur, effectivement, est-ce que dans certaines situations, mais vous avez très bien répondu. Hein, Ah bon, d'accord. voilà. Bah, écoute, non, vraiment. on s'est compris. Vous avez... Non, je vais pas la répéter. En fait, il y a juste un truc que j'aimerais rajouter, c'est que quand on est comédien ou metteur en scène ou qu'on fait un métier lié à l'artistique, en tout cas moi j'ai été souvent confrontée à ça, quand on ne travaille pas, on essaye, Pôle emploi essaye beaucoup de nous faire changer de métier. Et ça c'est un truc contre lequel on doit pas mal se battre, c'est-à-dire que par exemple moi, assez rapidement on m'a proposé d'être aide-soignante. Et puis infirmière, puis prof. Enfin, il y avait un truc où je devais continuellement me justifier du fait que non, mon métier c'était comédienne et que certes je galérais, mais que j'essayais de chercher du travail, mais dans mon domaine. Et donc voilà, et on me proposait des formations d'aide-soignante de 4 mois. Et genre après j'avais un boulot à vie quoi. Et je disais bah c'est super, mais c'est pas ça pour le moment que je veux faire. Donc voilà, il y a aussi un truc où malgré tout on est beaucoup dans les systèmes de Pôle emploi et ils ont du mal à nous rentrer dans des cases aussi, beaucoup. Voilà. Sur le travail artistique, il y a des statistiques qui existent. Hein. Chez les auteurs, par exemple, il y a des grosses études sociologiques qui ont été développées et 98% des auteurs, des écrivains, ont un autre travail à côté. C'est pour corroborer ce que disait Vincent. Chez les plasticiens, ça doit être à peu près la même chose, parce qu'on voit souvent le phénomène émerger de l'iceberg. On voit les grosses machines, les gens qui marchent, qui sont justement bien connectés au marché, pas forcément au marché de l'emploi, mais au marché tout court. Après, il y a tout un continent invisible qu'on ne voit pas. Il y a pas mal de syndicalistes dans la salle, j'imagine, mais chez les intermittents, il y a plein d'intermittents qui, malgré le régime d'intermittent, sortent du régime et ne font plus leur boulot. Vont s'asseoir sur leurs aspirations. Donc voilà, c'est juste pour apporter un petit point de déprime général. Ah oui, non, on peut encore en mettre d'autres. Hein. Non, juste, il y a des chiffres, grâce à la CGT quand même, qui disent qu'il y a
9% des hommes artistes intermittents qui le sont depuis plus de 20 ans. 9% des intermittents hommes le sont depuis plus de 20 ans. Et 1% des intermittents femmes le sont depuis plus de 20 ans. Ce qui est quand même... je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Par rapport à ton témoignage personnel, je trouve ça absolument terrible. Du coup, elle m'amène de l'eau, elle a peur que je dise une bêtise. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que oui, c'est un métier, c'est un vrai travail. Par contre, on subit, et là, ça rejoint vraiment le thème du débat sur le rapport à l'emploi, etc., c'est que la précarité, ça tue pas que l'emploi, et c'est-à-dire le temps de travail rémunéré, ça tue aussi le métier, quoi. Ça tue aussi le savoir-faire. Et la précarité, c'est aussi une machine à nous diviser, à faire en sorte qu'on change de métier en cours de carrière, qu'on n'ait pas le temps de vraiment travailler sur nos métiers. Ça va ? Voilà. Je suis super perturbé. C'est bon. Non, vas-y. Voilà, c'était tout. Enfin, c'était juste interroger la notion de métier et d'emploi, quoi, enfin, qui n'est pas tout à fait la même chose. Des questions, des remarques, des... Attention, une question. Je Attention. pense qu'en plus, c'est vrai pour l'ensemble des savoir-faire et des métiers. C'est chez les artistes et chez les autres. Oui, j'ai bien vu. Je suis le modérateur, je vous rappelle. Hein. Bah oui. Après, sur la création chacun son artistique, truc. moi, il me semble aussi qu'il y a une notion, et ce que disait Amélie sur Pistouille, avec les autres, je crois qu'au niveau de la création artistique, on a besoin de travailler ensemble et de travailler à plusieurs. Et peut-être que le chômage nous ramène à cette solitude qu'on peut avoir à un moment donné. Et ça, c'est pas évident, quoi. Donc voilà, c'était juste pour appuyer sur ce côté où un travail d'équipe dans la création est quand même très important. Du coup, j'en profite sur un petit mot et un petit message. C'est que là, je les vois les deux sur un seul tabouret. Et comme je bosse avec eux, j'aimerais bien qu'ils aient un deuxième tabouret. Comme ça, je les garde et je peux continuer à travailler avec eux. Ils se fatigueront Non, moins. on n'a pas du tout Si le c'est sang possible. coupé. Non, mais c'est pas grave. Mais je vais prendre une chaise, j'aurai l'air vachement bien. Mais non. Ah oui, c'est bien. Non, mais comme ça, au moins, ça Ça change. c'est vachement pour une fois. Hein? Viens là. Donc, il prend soin de vous, le monsieur, là. Je ne sais pas qui c'est. C'est quelqu'un d'important pour vous? Oui. Ah Ah oui. C'est ça, ouais. Il a Sans un lui, truc on à- voit il a- pas le spectacle. Il a un truc à se faire pardonner ou tout? Non, rien. Est-ce que vous avez des réactions, des rebonds? Par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que moi, c'est une vraie question que je me suis posée quand j'ai commencé à écrire et que j'étais au chômage. Je me sentais vraiment seule. Enfin, il y avait un truc de solitude abominable, alors qu'on commence ce métier pour jouer avec des gens, pas pour être tout seul. Et quand du coup, je me suis plongée dans la vie d'Aimé Jacquet, les valeurs qu'il avait par rapport au sport, il y a eu vraiment ce truc qui est revenu dans mon écriture des valeurs du sport, qui est le collectif, en fait. Et ça a été très important dans le processus d'écriture et de travail, de me rendre compte que même si j'ai écrit un seul en scène, en fait, il y a une équipe derrière. Rien ne se fait tout seul. Et donc ça, oui, c'est un truc qui est très important et qui est effectivement en opposition totale avec le chômage, mais oui, dans une solitude, quoi. Donc c'est très vrai. Questions, remarques C'est parti. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre réponse tout à l'heure sur le langage. À la fois, vous dites, moi, ce qui m'intéresse, et on l'entend bien de la part d'un metteur en scène, c'est comment je me saisis du langage pour mettre ça sur un plateau, que ça devienne une forme. Et donc, finalement, le travail comme sujet, et j'ai bien compris que vous vouliez vous distancier de la question du sujet. La question du travail comme sujet ne m'intéresse peu. C'est pas vrai, c'est pas ce que je dis. non, Ouais, je comprends ce que tu dis. je le traduis, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en même temps, c'est assez paradoxal, mais c'est intéressant. C'est assez contradictoire, plus que paradoxal. Parce que finalement, il me semble que les lettres de nos motivations, dans leur forme, telle que vous les présentez, soit en version boîte noire, soit en version itinérante qu'on a vu tout à l'heure, participent quand même à la production d'un espace critique sur le travail. Et je me souviens d'un dialogue que j'ai eu avec Christophe Dejour, qui est un psychanalyste, un psychiatre, quelqu'un des sciences sociales, qui a beaucoup écrit sur le travail, et qui disait que le seul endroit, en fait, où il était possible de produire un espace critique aujourd'hui sur cette question du travail dans sa globalité, pas seulement l'emploi, mais le travail, qui est un continent beaucoup plus large,
c'était la création artistique. Lui disait c'est plus les sciences sociales qui jouent ce rôle-là. C'est quand même incroyable de la part d'un mec comme Christophe Dejour. C'est quand même pas n'importe qui. Je veux dire, c'est professeur au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, qui a écrit des livres de référence sur la question du travail, et qui nous dit, en fait, c'est des artistes qui ont aujourd'hui, alors vrai, pas vrai, juste, pas juste, la responsabilité de tenir ça. Et ça m'intéressait, en fait, de dire ce que vous disiez, en disant, moi, je me saisis du langage, en fait. Mais se saisir du langage, c'est de facto, finalement, sur un texte comme ça, produire de la critique. Et vous voyez ce que je veux dire? Oui, ce que je voulais dire, en fait, simplement, c'est que c'est Julien qui a opéré ce travail, ce travail sur le travail. Mais c'est vous qui faites. Et je le fais, mais je n'avais absolument pas besoin ni l'envie de rajouter quelque chose. Ça parlait de lui-même. Et c'est simplement ça que je disais. Mais par contre, c'est pas que ça ne m'importe pas, hein, la question du travail, mais je voulais pas en rajouter. Et puis quand je parlais du langage aussi, c'est des fois le langage dans notre métier, hein, notamment au théâtre, plus qu'en danse quand même. Il y a tout de l'usage du discours du metteur ou des metteuses en scène qui vont dire qu'on va travailler sur l'humain, qu'on va changer le monde, ou je sais pas quoi. Et ben, c'est toujours un truc où je suis un outil loin de tout ça, en disant bah non, si tu veux changer le monde, tu vas dans une asso et ce sera beaucoup plus efficace. Et ça veut pas dire qu'il faut pas être engagé sur un plateau, ou c'est pas ça que je dis, mais de l'usage du discours. Donc c'est vrai que je me méfie peut-être un peu trop de ça et j'ai tendance à peut-être un peu sous-évaluer mon engagement. Mais oui, simplement le travail de Julien, il est comme ça, je le laisse comme ça et j'essaie de le déployer. Mais les questions du travail m'intéressent forcément. Ouais. Ce qui me paraissait réunir aussi vos trois... Ce qui me paraissait être un trait commun à vos trois propositions, c'est aussi que ça sort le sujet, la question, le territoire du travail, de représentations qui seraient funestes en fait. Parce que souvent au théâtre, quand on regarde un peu ce qui se produit, on a l'impression de la fin du monde, quoi. Quand on regarde les pièces qui sont jouées, y compris dans des grandes scènes par des metteurs en scène connus, c'est la domination, c'est la fin du monde, c'est la souffrance. Tout ça existe et tout ça est légitime. Je ne dis pas le contraire. Mais je me dis que avec Pistou, avec le banc de touche et avec les lettres de nos motivations, on fait un pas de côté en fait. Et on produit des œuvres artistiques qui vont mobiliser l'absurde, mobiliser la comparaison avec un monde qui a priori est assez éloigné, le monde du sport, du monde du spectacle, pour parler de cette question de l'accès à l'emploi. Mobiliser un parcours d'adolescente qui se pose plein de questions sur ses choix de vie. Tu parlais de Parcoursup qui va encore brasser à la moulinette les aspirations des jeunes. Mais en même temps, c'est pas triste. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas que triste, quoi. Quand on a des pièces sur le management, sur l'organisation du travail, alors qui collent peut-être trop au sujet, justement. C'est ça la question. Peut-être que là, c'est trop proche du sujet. Et ben, ça nous renvoie à un monde du travail qui est un monde du travail de fin du monde. Et je me dis, pour pouvoir produire un espace critique sur le travail, c'est pas juste politique, c'est juste pouvoir en parler. Et ben, je pense que ces pièces-là ont plus d'utilité. Je pèse le mot utilité, voilà, dans le sens que je lui donne, que de voir des pièces qui nous présentent de la souffrance, de la domination, de la violence, et encore une fois, tout ça existe, mais dont on ne sait pas quoi faire. Là, à la fin des pièces, sur le syndrome du don de touche, de nos motivations au pistou, je repars avec quelque chose, en fait, qui me porte et dont je peux parler et que je peux faire grandir. Ça m'augmente, quoi. Alors que d'autres pièces, ça a plutôt tendance à me plomber. Bah, vous voyez ce que je veux dire ou... Julien, en tout cas, lui, il se positionne en acte. C'est pas, il va pas nous faire un discours sur le travail, il va pas nous faire un discours, c'est un acte. Il a posé un acte, et c'est ça, voilà, c'est un acte. Ouais. Alors, je voulais poser une question qui peut paraître toute simple. Je voudrais savoir les règles de rémunération dans votre métier. Est-ce que la rémunération dépend du succès rencontré par vos pièces? Et en cas de non-succès, ça veut dire pas de revenus en somme, c'est cela. Il y a des syndicalistes dans la salle. Bah, ça dépend de plein de configurations. Hein, oui, ça dépend de si tu es dans le théâtre subventionné, j'imagine, si c'est dans le théâtre privé. Ça dépend de la volonté du ou de la metteur en scène aussi. Est-ce que je vais choisir de payer les interprètes au minimum 110 € brut par jour de répétition officielle,
ou est-ce que je vais faire un peu plus qu'il y a un, ou alors est-ce que je vais proposer, parce que j'ai pas du tout d'argent, de leur dire bon, aujourd'hui j'ai 50% de mon budget de création, donc vous serez payé 50% de ce que vous êtes payé, même si on n'a pas le droit. Enfin, il y a 1000, et puis peut-être que j'aurai 100%, et voilà, est-ce que vous êtes prêts à vous engager, ou alors de rien dire en disant travailler pour moi, c'est la question du désir, et puis d'être un peu enfoiré quand même, et de se dire de substituer l'argent, enfin le désir à la question de l'argent, ça c'est quand même assez fréquent. Il y a plein de configurations en ce qui me concerne, c'est ce que je dirais. Ben, en fait, pour faire court, un spectacle qui va beaucoup tourner, et ben oui, on va récolter les fruits de ça. Et un spectacle qui tourne pas, et ben il n'y a pas de salaire, quoi. Voilà. Bon, il y a Pôle Emploi hein, qui nous permet d'avoir un revenu, voilà, pour pas tomber dans la misère. Mais bon, je pense que vous connaissez un peu le principe de l'intermittence. Il faut quand même prouver qu'on a fait au moins 507 heures de travail rémunéré en 10 mois et demi, 12 mois maintenant, pardon, pour arriver à recevoir quelque chose de Pôle Emploi. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue quand même. Hein, c'est... Oui, bonjour. Du coup, je voulais revenir sur le dialogue que vous avez eu précédemment. Et du coup, il y a quelque chose qui me paraît lumineux, y compris par rapport à... C'est embêtant de parler d'un autre débat qui a eu lieu précédemment, auquel on était les uns les autres. Oui, voilà, un peu plus près. Mais quand on pose la question de la représentation du travail dans les arts, du coup, on peut être sur la commande et sur l'injonction. Et ce que je découvre là de très fort, c'est que votre porte d'entrée, elle est dans votre interrogation par rapport à votre art et votre propre démarche. Et que du coup, c'est nous, syndicalistes, spectateurs, qui avons qui y puisons, y trouvons des réponses que vous n'avez pas cherché à nous donner, mais qui sont présentes parce que votre démarche artistique, elle est du côté de la représentation du réel et que le travail il fait partie de cette réalité que vous croisez. Et donc du coup, je trouve que ça c'est drôlement intéressant parce que ça nous situe vraiment dans un dialogue et plus dans une notion de commande et d'injonction. Et voilà, ça, tout d'un coup, je trouve qu'il y a une porte qui s'ouvre là dans une manière de travailler ensemble entre des syndicalistes qui s'interrogent sur le travail et des artistes qui travaillent une démarche qui leur appartient. Alors, c'est pas moi qui vais rebondir là-dessus. Hein. Non, mais du coup, je te gêne. Du coup, on est gêné. C'est vachement pratique, ce truc. Non, oui, moi, c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Enfin, juste pour dire, je crois que les gens sont au courant que c'est la merde, quoi. Enfin, les gens vivent dans la réalité. Et donc, par rapport à ce que disait tout à l'heure... ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je ne trouve absolument aucune utilité à faire des spectacles qui décrivent le réel. Les gens vivent dans le réel. Enfin, il n'y a pas besoin de faire de pédagogie pour dire que la situation est catastrophique. Enfin, je veux dire, la situation est catastrophique. Enfin, voilà. Les gens se lèvent le matin, ils ont tous le rapport au chômage, le rapport à la précarité, aux questions écologiques, enfin, etc. Il y a un très beau livre d'Olivier Neveu qui est sorti cette année qui s'appelle « Contre le théâtre politique ». On en parlait ce matin. Qui est juste son titre, par son ampleur même, est carrément terrible. Olivier Neveu, c'est celui qui a le plus écrit sur le théâtre politique, qui a le plus raconté le théâtre militant des années 70, et qui produit un livre en 2019 qui dit contre le théâtre politique. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il dit pas qu'il ne faut pas faire de théâtre politique. Il dit quelque part, il y a une injonction à faire du théâtre politique comme une espèce de bien-pensance du rôle de l'artiste, comme une chose qu'on demanderait à l'artiste que les politiques, les directeurs de théâtre sont incapables de produire. En fait, on demande aux artistes de résoudre les problèmes de la société, alors que les artistes ne sont que des artistes, quoi. Et c'est absolument terrible. Je suis assez d'accord dans ce que tu disais, c'est-à-dire, si vous voulez changer le monde, adhérez à un syndicat, allez dans un mouvement politique, voilà. Le théâtre ne peut pas résoudre tous ces problèmes-là. Sauf que la réalité, c'est que les mouvements politiques n'y arrivent pas, les syndicats n'y arrivent pas, et donc
par la fable, par le récit, on pense que quelque chose va pouvoir se produire. Voilà. Et juste pour aller au bout de ma pensée, du coup, aujourd'hui, nous, dans notre travail, en tout cas au Pas de l'Oiseau, on essaie de raconter le réel, mais on essaie surtout de chercher les petites choses dans le réel, au cœur du réel, qui pourraient potentiellement basculer. Pas en disant, oh là, vous allez voir, il y aura la solution avec le programme, avec plan A, plan B, plan C, etc. Mais juste dire, vous voyez, dans nos vies, on est tout la beauté du quotidien, etc. Mais aussi, il y a des petites choses qui se logent dans nos vies et qui peuvent potentiellement faire basculer des choses. Voilà. Mais c'est pas grand-chose en fait, c'est juste une histoire, quoi. C'est juste une fable. Voilà. Là, il y a moins de fables dans les lettres de motivation. C'est un acte de plasticien sur le réel. Oui, il y a de la fable, mais ce que je veux dire, il n'y a pas de fil narratif qui nous emmène d'un point A à un point B. Voilà. Mais l'acte, nous, on avait découvert ce livre et on avait fait une lecture il y a plus de 10 ans des lettres de non-motivation. Nous voilà en famille. Ce qui nous avait plu dans ce texte-là de Julien, c'est que c'était une réalité, que c'était pas un livre de théâtre, c'était une réalité qu'il avait lui-même produite dans la réalité. Ce qui est le plus terrible, c'est les réponses aux réponses. Ouais, c'est-à-dire, en fait, je ne suis pas candidat et la réponse de l'entreprise, c'est « merci de votre candidature ». Et donc, en fait, la machine à broyer les êtres humains, elle est tellement terrible qu'elle ne se rend même plus compte des actes et de nos actions. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire peser à des artistes le fait de devoir changer le monde. Enfin, je trouve ça, voilà. Nous, on est juste dans l'histoire, quoi. Enfin, déjà, on est déjà juste dans l'histoire. C'est vrai que les injonctions sont difficiles, je te rejoins. Elle est bizarrement configurée, cet espace, quand même. J'ai l'impression de vous tourner. C'est compliqué. C'est assez bizarre. Que tu critiques quand même l'espace sur lequel tu es invité. En tout cas, il y a un enjeu scénographique à FMR Radio. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un enjeu au niveau des oreilles. Et on avait pensé que les artistes pouvaient s'en saisir puisqu'ils étaient dans la plasticité, l'élasticité, tu vois, et l'adaptation. Et Léa, elle est bien d'accord avec ça. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Parce que, monsieur Naudet... Il y a encore une question là-bas. Oui, il vous reste 10 minutes sur le timing. Alors, voilà, je le dis comme ça. Je le dis comme ça, entre nous. Vous êtes dur. Hein. Voilà, moi je m'en fiche, on peut vous laisser 3 heures. C'était juste que vous n'aviez qu'1 heure de prévu dans la programmation. Alors, oui, pardon, si vous voulez parler. Madame. Mais oui, elle est bien, votre question. Elle est forcément bien. Vous êtes prête? Je voulais questionner Amélie, mais à partir du point que soulevait Léa tout à l'heure sur son rapport à Pôle emploi là, et le fait que on cherche un certain type d'emploi et on nous propose de s'orienter vers autre chose. Alors c'est pas propre aux intermittents, hélas, hein, c'est le cas de beaucoup de demandeurs d'emploi. Et donc, ma question vers Amélie, c'est pas tellement le spectacle, mais dans le rapport qu'elle a aux ados, est-ce qu'il y a cette perception que, en fait, à quoi bon faire des études et choisir une orientation si c'est pour, au bout du bout, faire complètement autre chose que ce à quoi on aspire, quoi. Est-ce que les jeunes... Je crois que c'est plus profond que ça, ce qui traverse les ados. C'est ce que disait Laurent, c'est la quête de sens. Ils sentent qu'il y a un manque de sens dans le monde, en fait. C'est ça qui les fait un peu... C'est quoi une vie réussie? C'est quoi? Voilà, c'est ça leur question, d'abord. Et ce qu'ils voient, c'est des parents qui sont souvent pas bien dans leur métier, dans leur boulot, quoi. Donc ça leur fait peur, ça. Et c'est pas pour rien que la majorité des jeunes, au bout de quelques années d'études, ils n'osent pas se lancer dans le monde du travail et souvent ils prennent le sac à dos et ils partent à l'étranger. On voit de plus en plus ça. Parce que en fait, moi ce qui me revient toujours, c'est j'avais besoin de rencontrer les autres, d'aller à la recherche des autres, voilà. Ils cherchent un sens surtout. La question du travail, elle est lointaine pour eux, mais lointaine. Ils se projettent pas dans le marché du travail. Ils n'ont pas envie d'y rentrer, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'ils y rentrent de plus en plus tard. Hein. C'est pas grave, les gens partent de plus en plus tard aussi.
Bonjour. Bonjour, moi je voudrais juste faire un commentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le monde du travail, on nous demande, même si on travaille dans une société, dans une entreprise, on nous demande de nous adapter, ce qui veut dire changer de poste, etc. Et on a une formation et on arrive à faire un travail des fois qui n'a plus rien à voir avec notre formation. Et donc ça c'est hyper important. Donc effectivement, comment vont se projeter les jeunes aujourd'hui? Eh ben, j'en sais rien. Ils vont avoir une formation et après, ils finiront peut-être sur complètement autre chose. Alors moi ça, si je peux me permettre, je pense que les jeunes, ça les angoisse pas. Ça, ils savent. Il faut s'adapter. C'est comme ça la vie aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt lourd pour les parents, ça. Ça, c'est... Voilà. Mais les nouvelles générations, je pense que, ils le savent. Ils vous prennent avec. Dès le lycée, maintenant, on travaille plus sur des savoirs... on est sur une question de compétences. Le libéralisme demande aux êtres humains... D'ailleurs, on les juge... Il faut être heureux au travail, maintenant. C'est un nouveau truc. C'est hyper génial, quoi. C'est génial. Comme si le travail... voilà. Et si tu y arrives, tu tires la gueule, tu as perdu des points d'entrée de jeu, quoi. Mais dès le lycée, on apprend des compétences. On n'est plus sur... Des apprentissages et des métiers, même à l'université, même dans les formations professionnelles. Aujourd'hui, on essaye d'orienter les gens vers un savoir-être plus que vers un savoir-faire. Et ça, ils l'ont incorporé. C'est là où je te rejoins. Je pense qu'ils ont complètement intégré. C'est terrible de le dire. Et c'est pour ça qu'ils partent, d'ailleurs. C'est peut-être ça les... Ils ont pas envie de désert. Mais c'est vrai, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, ça m'a fait penser à une conversation que j'avais avec mon petit frère qui, du coup, savait pas du tout ce qu'il voulait faire dans la vie, aller vraiment à la fac, mais pour avoir le plus de choix possible. Et il m'avait dit un jour, parce qu'on parlait, je lui disais que bon, voilà, je galérais en tant que comédienne et tout, il m'a dit oui, mais tu galères, mais toi, tu as une passion. Il dit, moi, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas ce que va être la vie, et ça me manque. Et vraiment, ça m'avait marqué. Je m'étais dit, effectivement, quand tout d'un coup, un enfant a une passion, même si après, ça peut être compliqué, il a une sorte de sens, effectivement, et de but. Et quand il n'en a pas, c'est très violent. Et je me sens que, pour mon frère, c'était très compliqué, quoi, quand il avait réalisé ça. Donc, voilà, ça m'a fait penser à ça. Tu veux répondre? Non. Allez-y, monsieur. Ça, c'est les intermittents. D'accord. Vous montrez très critique à l'égard du libéralisme. Quelles sont vos propositions alternatives, finalement? On peut faire un débat l'année prochaine. D'accord. Et effectivement, on ne peut pas nier la souffrance au travail. On ne peut pas nier, effectivement, ça fait pas mal de contraintes, de pression sociale par rapport aux actifs, effectivement. Mais en même temps, quand on connaît la valeur travail, ses caractéristiques, c'est-à-dire que le travail définit notre identité et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme alternative, en fait? Allez, vous avez 1 heure. Moi, j'ai pas la réponse. J'ai un petit élément. Il se trouve qu'avec Laurent, on a travaillé sur un autre spectacle qui s'appelle La Coopérative. Et en fait, on s'est intéressé à ce modèle d'entreprise, la coopérative, qui est quand même très intéressant. Et pas simple non plus, mais en tout cas où on apprend à coopérer, travailler ensemble, prendre les décisions ensemble, être propriétaire de ses moyens de production. Encore une question? Non, moi je vais me permettre de répondre à monsieur. En fait, la réponse que j'ai, c'est est-ce que c'est aux artistes d'avoir une réponse au problème? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut essayer de montrer la réalité, on peut essayer de montrer des soucis, mais est-ce qu'on a une réponse forcément? Est-ce qu'on doit attendre des artistes d'amener une réponse forcément? Moi, je suis pas convaincu de ça. Voilà, tout simplement. C'est sûr qu'il ne peut pas y avoir une injonction faite aux artistes à changer le monde, même le monde du travail. Par contre, on peut, comme le disait Serge tout à l'heure, répondre aux questions qui ne nous posent pas. C'est-à-dire que se saisir des questions qui sont dans les spectacles, dans les œuvres, pour pouvoir justement créer cet espace critique. Quand je dis critique, c'est pas faire de la politique avec un militantisme bête et méchant. C'est vraiment produire du politique à partir de ça. Donc voilà, c'est aussi dans le regard du spectateur que les choses se passent. Ça sera la dernière question parce qu'on me presse à la table de finir. C'est pas aux artistes de changer le monde, mais il se trouve que de temps à autre,
lorsqu'il y a des élections, il y a des artistes qui prennent position. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qui prennent position pour tel ou tel candidat, effectivement, et qui souvent sont suivis par des électeurs. Parfois, il ferait bien de se retenir. Hein. C'est ça. C'est ce que je viens de dire. Ouais, puis non, mais c'est l'engagement aussi. Enfin. Non, je pense que c'est aussi. Ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est l'engagement dans le réel. Enfin, les artistes qui s'engagent un mois avant ça veut dire que c'est la fin du débat, peut-être. Hein. Les artistes qui s'engagent 15 jours ou un mois avant les élections pour dire c'est celui-là que j'aime, c'est un rapport à la notoriété et à la place de l'art qui est complètement éloigné, je pense, de nos trois boulots. Et voilà. Si un jour il nous arrive d'avoir un avis en titre de citoyen, voilà, c'est déjà pas mal. Mais voilà, Sur ces bonnes paroles, on va vous remercier les artistes à la table, vous remercier d'avoir participé au débat, et on vous invite à continuer la discussion autour d'un verre. Voilà. Ça c'est bien ça. Ouais. Quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, quand dans ta tête y a plein de courants d'air, quand t'as pas le moral, quand t'as le blues, branche ta radio sur FMR.